Bonjour, aujourd'hui nous allons faire voyager très loin en restant en Normandie, c'est possible. Commençons d'abord par le pays de Bray où nous avons retrouvé les traces d'un nomade autodidacte. Il a appris à écrire à l'âge de 23 ans et aujourd'hui, ce n'est pas une blague, il publie des ouvrages de référence en archéologie. Son prénom évoque l'exotisme et en dit long sur le personnage car Miguel a été élevé à l'école des voyages et des rencontres, n'est-ce pas Miguel? Bonjour. Bonjour. Alors il paraît que vous avez tout appris avec les Indiens d'Amérique. Alors qu'est-ce qu'on comprend en Arizona avec les Apaches et pas ailleurs? Moi, je pense que la première chose, c'est de se respecter les uns les autres. Quand on arrive là-bas, qu'on est blanc, qu'on rencontre des Apaches qui ont été en guerre contre les Blancs pendant longtemps. Donc là, j'ai été accepté directement, sans souci. Bon, sauf qu'ils m'appellent Ndashki Binéachik, qui veut dire en Apache l'homme blanc à moitié fou, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi je vais les visiter plutôt que de passer ma vie dans la capitale à Paris. C'est vraiment un chic métier. Y a qu'à se laisser glisser en douce, sans rien faire sur canaux et rivières. Alors là, Miguel, vous nous avez emmené dans un lieu que vous aimez bien, c'est le musée de la batellerie à Pose, parce que vous êtes fils de marinier, donc c'est toute votre enfance, et vous avez grandi sur les bateaux, donc, et c'est peut-être votre côté nomade, non? Tout à fait, oui, on est dans le nomadisme, donc on reste nomade jusqu'à la fin de sa vie. Et donc je viens fréquemment ici parce que ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle ma vie. Et ici, il y a un vocabulaire, ici il y a de la tôle, donc je me sens très bien ici. Ouais. Alors, mais vous vivez sur les bateaux avec vos parents, mais comment ça se passe alors à l'école? Parce que vous avez appris à écrire tard quand même, 23 ans, ça se passait pas très bien? Non, ça se passait pas du tout, ça se passait pas bien. De toute façon, dans la tradition batelière, on va pas à l'école. On est batelier, on reste batelier jusqu'au bout. Mes parents sont pas allés à l'école, ou mon père très peu, ma maman jamais. Et nous, mes parents, par souci, ont voulu m'inculquer une éducation en m'envoyant en pension, comme la majorité des mariniers et des jeunes mariniers aujourd'hui. Malheureusement, quand on sort du bateau et qu'on se retrouve entre quatre murs, ça va pas, on se sent pas bien. En plus de ça, on est en pension, donc on y va très tôt. À l'âge de 6 ans, on se retrouve enfermé avec des gens qu'on connaît pas. Sachant que moi, j'ai toujours vécu sur mon bateau, j'ai jamais vu ce qui se passait à terre. On dit à terre, on appelle les gens à terre des terriens. Et donc, à l'école, ça va pas. Je suis en échec très tôt, j'ai redoublé 3 fois de classe, j'ai fait 8 conseils de discipline. Donc ça va pas, je m'entends pas avec les terriens, je m'entends pas avec la collectivité non plus, j'ai pas l'habitude d'être avec du monde. Donc, j'ai pas l'habitude de me laver tous les jours, j'ai pas l'habitude de tout ça, donc ça va pas. Ça marche. Mais qu'est-ce qui va vous sauver alors? Parce que vous étiez plutôt mal parti, si je comprends bien. Qu'est-ce qui va me sauver? Je pense, au fond de moi-même, je pense que c'est l'archéologie qui a fait que j'ai réussi, que j'ai voulu faire quelque chose de ma vie. Après, quand on est marinier, on se dit on va devenir marinier, sauf que dans toute la famille, on nous dit marinier, il ne faut pas être marinier, tu ne vas pas gagner d'argent, c'est un métier qui va mourir. En effet, il meurt, mais il évolue à la fois. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il évolue, il y a encore de la place pour les jeunes mariniers. Moi, pour ma part... C'est l'amour des pierres. C'est l'amour des pierres, c'est l'amour des pierres. Très tôt, j'ai vu des archéologues en action lorsque mes parents allaient justement extraire, charger dans leur bateau les granulats, les alluvions de la Seine. Je voyais les archéologues très tôt fouiller et j'ai été passionné assez rapidement. Et aussi, grâce à Rahan, donc ça va faire marrer les gens, mais c'est aussi grâce à Rahan, je le voyais avec des haches, des outils en pierre que j'ai voulu fabriquer et réaliser assez rapidement. Je tape d'un côté et ça se détache de l'autre. Okay, donc là, je remets l'éclat sur son négatif. L'Homo erectus, lui, comme le biface que vous voyez là, lui, à partir d'un bloc comme celui-ci, il va fabriquer un seul outil. Mon métier, je fais de l'archéologie préventive. Ça veut dire que, en tant qu'archéologue, j'interviens que lorsqu'il y a un aménagement du territoire. C'est-à-dire lorsqu'on fait un rond-point, lorsqu'on fait des bâtiments, nous, on intervient un petit peu avant pour récupérer, relever toutes les traces de nos ancêtres sur le lieu qui va être détruit. Mon père me dit toujours, marie-toi, ma fille. Alors les rencontres ont eu beaucoup d'influence dans le parcours de Miguel et parmi elles, il y a bien sûr sa femme Bérangère. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vous qui lui avez appris à écrire. Là aussi c'est encore une histoire incroyable parce que vous êtes plutôt première de la classe, m'a-t-il dit. Je fais que répéter, mais voilà ce qu'il m'a dit. Et lui c'est plutôt le cancre, cheveux longs, aux airs d'Indien. Qu'est-ce qui vous a le plus touché chez Miguel? Son originalité, c'est certain. Quant côté cancre, je ne serais pas tout à fait d'accord puisque justement il y avait cette idée de curiosité, d'évoluer
Et c'est ce qui m'a plu, oui. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un grand bout de chemin avec lui. Et s'il devait choisir son époque, est-ce qu'à votre avis, il serait plus heureux à la préhistoire ou dans le monde moderne avec un bateau et un avion qui lui permettrait de voyager quand il veut? Alors, à la préhistoire, ça sera le roi du monde, puisqu'il est tailleur de silex, donc qui permettrait à tout le groupe humain auquel il appartiendrait de vivre, donc de manger, puisque ça servirait de couteau, d'épaisser les peaux pour pouvoir s'habiller. Donc il serait adulé à la préhistoire. Mais je pense qu'il préfère le monde moderne, oui, et de pouvoir justement profiter de toute cette technologie qu'il affectionne particulièrement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Bérangère. Pour notre première escale, je vous propose de rencontrer Michel Vivier. C'est un comédien metteur en scène. Lui aussi se balade à travers les époques avec ses personnages. Il doit tout au théâtre et lui rend bien l'appareil puisqu'il transmet aujourd'hui sa passion à tous les villageois du canton. Alors, direction Sérance, dans la Manche. Alors on va poursuivre le fil de notre histoire, mais cette fois-ci c'est pas du théâtre mais bien réel, puisqu'à 17 ans vous passez 6 mois avec les Apaches en Arizona. Comment le petit blanc a réussi à se faire accepter? Eh ben, ça n'a pas été facile tous les jours. Hein. Au début, évidemment, j'arrive comme un blanc, donc conquérant. Ça ne plaît pas, hein. On ne sait pas qui je suis, on ne sait pas d'où je viens. Ce qui m'a permis de m'intégrer facilement, ça a été par le chant. Hein, je connaissais quelques chants apaches, donc ils ont été étonnés. Imaginez un Sioux qui chante « J'entends le loup, le renard à la belette ». Ben là, c'était pareil. Un petit Normand qui chante, un petit marinier qui chante apache, pour eux, ça a été extraordinaire. Ça, et puis bon, le fait que je m'intègre assez facilement, je ne me suis jamais posé de questions. J'ai vécu au quotidien avec eux, et j'ai jamais, comme je disais, j'ai jamais posé de questions pour savoir ce qu'il fallait faire ou pas faire. Je les ai suivis dans leur vie quotidienne, et ça, je pense qu'ils ont apprécié. Ouais. Mais il y a une relation très forte qui vous unit, parce que vous y retournez souvent. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris sur vous et sur la vie? En priorité, comme je le disais tout à l'heure, c'était le respect évidemment de chacun, parce que là, encore une fois, on est blanc, on est vert, on est bleu, ils s'en moquent complètement. Et aussi, surtout, le respect des anciens. Chose, moi, où je négligeais ma famille en tant que nomade, je négligeais ma famille, et là, grâce à eux, j'ai vraiment pris conscience que j'avais un ancien. J'avais mes 2 grands-pères qui, eux, détenaient la connaissance qui, moi, me manquait dans ma vie quotidienne. Ils vous ont appris aussi l'art du silex, parce que si vous êtes archéologue aujourd'hui, aussi mérite, c'est quand même grâce à eux. Oui, aussi. Bah, alors c'est vrai que chez eux, ce qui était super, justement, quand on a 17 ans, c'est de voir des gens qui taillent le silex encore dans leur vie quotidienne. Alors c'est vrai qu'ils vont plus utiliser le silex comme outil. Maintenant, ils ont des grands couteaux, ils ont des gros 4x4, des gros fusils. Mais par contre, parfois, quand ils ont besoin d'un objet tranchant, quand ils ont besoin d'un marteau, ils vont prendre une pierre ou ils vont tailler un silex pour l'utiliser dans leur vie quotidienne. Qu'est-ce qui vous fascine autant dans l'archéologie? Est-ce que c'est le plaisir de trouver un trésor caché ou de comprendre les vestiges du passé? Bah, au début, comme tout le monde, comme chaque gamin, on a envie de trouver le trésor. On a envie de trouver la pierre rare. Et par la suite, plus on évolue, plus on découvre, plus on a envie de comprendre. Et plus on a envie d'aller encore plus loin dans cette compréhension. Et on a envie de connaître le monde entier par la suite, bien entendu. Comment fait-on quand on était cancre gamin pour devenir archéologue et qui plus est à l'INRAP, qui est quand même l'institution de référence? Et ben, au début, on creuse comme un gueux, des piscines olympiques, avec des pelles et des pioches. Et rapidement, on a envie de faire autre chose, de devenir archéologue, responsable de ces fouilles. Donc on essaye de passer des diplômes. Donc moi je me suis inscrit dans une université et j'ai demandé pour passer ce fameux diplôme, l'école pratique des hautes études, je le cite. Et le directeur m'a dit non, monsieur Biard, avec un permis de conduire, il est hors de question que vous puissiez suivre ce cursus. Et bon, j'ai eu la chance d'avoir quelques collègues qui m'ont permis de m'inscrire. Et grâce à eux, j'ai pu avoir ce diplôme qui me permet aujourd'hui d'être responsable d'opération. Ouais. Alors vous qui aimez explorer les terres inconnues, je vous embarque dans les profondeurs des mers, de la mer de la Manche, au large de Farmanville. C'est un charmant petit village, je dis pas ça parce que c'est le mien, je suis un petit peu chauvine sur ce coup-là, mais bon, c'est pas grave, ils m'en voudront pas, au contraire. Pour vous présenter la seule femme en France qui s'immerge à 6 mètres de profondeur pour élever des huîtres. Et ça, c'est vraiment, ça vaut le détour, hein, parce que je sais pas si vous le faites. Hein. Du tout. Moi, je le fais pas. Non. Je pense que j'ai toujours été un peu rebelle dans ma vie. Ouais. C'est une bosseuse, un peu tarée sur les bords, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gonzesses qui sont capables de faire ce qu'elle fait. Hein. Mais une bosseuse.
J'étais pas une élève très studieuse, hein, pas vraiment. Je crois que je me laissais vivre, je me laissais porter par les choses de la vie. Et dès qu'il y avait des bons plans, grosses bêtises, je me mettais dedans. Et jusqu'à un moment donné où je me suis retrouvée en CAP, parce que j'ai été proprement dit virée de 3 établissements consécutifs. Ça a changé ma vie dans le sens où je faisais du concret. Le CAP, c'était employé de bureau. Quand j'étais gamine, j'avais peur de l'eau. Jusqu'à l'âge de 15 ans, dès que je nageais, en fait, c'était de ce qui se passait en dessous que j'avais peur. C'est pas le fait de nager, j'étais très bonne nageuse. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré un groupe de potes qui, eux, faisaient de la plongée en piscine. Et là, le fait, ne serait-ce que de mettre une bouteille sur le dos, un détendeur, et d'arriver au fond de la piscine et de respirer sous l'eau, alors j'ai trouvé ça magique. Après toute cette période, je me suis orientée sur les travaux sous-marins en passant à l'école des scaphandriers à Marseille, l'Institut national des plongeurs professionnels. Donc je suis restée 2 mois à l'école pour apprendre cette profession de scaphandrier. Et je suis sortie avec mon diplôme. De toute façon, il était hors de question de sortir sans diplôme. En tant que femme déjà, premièrement, parce que je voulais tellement faire ce métier-là que le jour où je suis arrivée devant l'école, j'ai posé mon sac avant d'y rentrer et j'ai dit de toute façon je ressortirai avec mon diplôme. Après la naissance des filles, effectivement, je décide de quitter Le Havre avec mes filles, mes valises, mes cartons, tous mes bazars pour m'installer à Fermanville. Et de là, je repars une année à l'école pour apprendre la profession de... C'est pas vraiment conchiliculteur, c'est une profession généralisée, on dira aquacole. Mon arrivée sur le site à Fermanville, au niveau de mon installation, n'a pas été du tout très facile. Les autres ostréiculteurs, bon pas tous, hein, il y en a quand même quelques-uns qui ne m'ont pas pris pour une farfelue, mais il y en a beaucoup qui ont dit mais pourquoi elle va aller faire l'élevage en plongée, pourquoi elle a besoin de se démarquer comme ça. Et j'ai quelques collègues ostréiculteurs qui eux ont trouvé le projet fabuleux, puis qui ont suivi, qui m'ont aidé même dans ce projet. Il ne faut pas croire que la profession de scaphandrier, c'est le grand bleu, hein. Bien au contraire. La plupart du temps, c'est plutôt le grand black. C'est notre tête qui travaille avec nos mains, et la plupart du temps, on travaille les yeux fermés parce que de toute façon, il n'y a rien à voir. J'ai pas été toujours sûre de mon coup, non. C'est pas vrai. Ça, je peux pas dire ça. Sûre de mon ambition, oui, ça oui. Sûre de mon coup, non, parce qu'il y a tellement comme paramètres la météo, la mer. La mer, elle est plus forte que tout le monde, hein. Quand elle a décidé de tout bousiller, elle va pas demander l'autorisation, quoi, elle le fera. Donc ça, c'est déstabilisant, parce qu'on construit, elle, à bousiller. Bon, c'est frustrant aussi, et décourageant, souvent. 2009 a été une année assez catastrophique. Je me suis ramassée la gamelle du siècle, 84% de mortalité, avec très peu d'indemnités de calamité agricole. Donc ça a fait très très mal. Au niveau de la situation financière de l'entreprise, ça a été quelque chose de très très dur à gérer, ça l'est encore aujourd'hui. On se pose la question au moment où ça nous arrive, à savoir qu'est-ce qu'on fait, quoi, comme beaucoup de confrères en fait. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle de se donner à fond? Parce que ça soit moi en plongée ou les ostréiculteurs à terre, ça reste un métier très très dur, très physique. Et je pense qu'avant tout, c'est notre passion qui nous fait batailler et de vouloir continuer. Je suis quelqu'un de tenace. Le roseau plie, mais ne rompt pas. Hey, quand je serai vieille, je pense qu'arrivé à un certain âge, je ne pourrai plus plonger. Et c'est vrai que mon rêve, ça serait de pouvoir toujours être dans ce milieu sous-marin, quoi, de pouvoir toujours observer la faune et la flore aquatique. Et j'aimerais bien avoir ma chambre immergée et immergée sous l'eau, quoi. Voilà, ma chambre à coucher immergée sous l'eau. Et peut-être que j'arriverai au moins à aller faire mes carreaux à l'extérieur pour y voir clair.
Bon, c'est peut-être de l'utopie, ça. Mais bon, ça mange pas de pain. Vaut mieux penser comme ça que de se dire je pourrais plus jamais plonger de ma vie. Un jour, nous sommes allés dans la ville de Rennes. Un jour, nous sommes allés dans la ville de Rennes. Dans la ville de Rennes, à Rennes y faire la cour, à trois jolies lingères qui sont belles comme le jour. À trois jolies lingères qui sont belles comme le jour. Arrivé dans le faubourg, là j'en aperçois une. Arrivé dans le faubourg, là j'en aperçois une. La fleur d'Itole. Et donc Miguel, vous avez du coffre, hein? Il faut que la voie puisse passer par-dessus les voiles. C'est des chants de mariniers? Ce sont des chants de tradition maritime, non pas de chants de mariniers. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de répertoire traditionnel batelier. On a plus un répertoire de tradition maritime, donc tous les bords de mer. Et alors, qu'est-ce qu'il raconte ce répertoire? C'est important pour vous de le transmettre? Parce qu'on vous a vu avec votre copain, vous l'appelez comment déjà? Le Michael Jackson du chant traditionnel maritime. Il va être content. Oui, il n'est pas au courant, donc lui dis pas. Je crois que c'est un peu trop tard. Oui, Mais c'est trop tard. Qu'est-ce que vous faites ensemble alors? Alors on fait du faites collectage, on essaye de faire vivre aussi mais de manière traditionnelle. On essaye de le faire vivre parce qu'on nous enseigne, on nous l'enseigne grâce au collectage. Ouais. Le collectage consiste à récupérer, à aller voir les anciens, ceux qui ont travaillé avec les marins pour récupérer les informations, donc les chants, et les remettre en contexte et essayer de les chanter le plus proche de la réalité. C'est pas souvent le cas, mais on tente en tout cas d'être le plus authentique possible. Faut-il en conclure que quand on est nomade, on a besoin un moment de retrouver ses racines pour être heureux? Oui, je le pense profondément. Je pense qu'on a besoin un moment, quand on a un petit peu de bouteille, on a envie de savoir d'où on vient. Et pour ma part, en tout cas, le fait de venir d'une famille un peu étonnante, hein, une famille de bateliers, m'a donné envie de savoir d'où je viens, d'où je proviens, et peut-être aussi pour l'enseigner à mes enfants plus tard. Et est-ce que vous avez une maxime apache à nous enseigner pour conclure cette émission? Ah oui, j'ai un petit mot que les Indiens utilisent souvent. On crie comme ça, ah tsatsala, et c'est un peu la gueule de chez nous, normand. Oh, tsatsala! Exactement. Eh ben, nous, on a une petite coutume aussi dans cette émission. Peu avant midi, tous les dimanches, l'invité de la semaine prochaine nous délivre sa maxime. Et la voici. Ne dédaigne aucune chose et ne méprise aucun homme, car il n'y a pas de chose qui ne trouve sa place, ni d'homme qui n'ait son heure. C'est dans l'Ecclésiaste, le traité des principes. Et puis notre boîte à idées me charge de vous dire qu'elle se sent seule. Alors si vous connaissez des personnages aussi truculents que Miguel, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page internet. Vous pourrez également retrouver cette émission sur notre site et sur la page Facebook. En attendant, bon dimanche et à la semaine prochaine. À boire et à chanter et à bien se divertir en caressant les filles. Et là, tous nos plaisirs. En caressant les filles, et là, tous nos plaisirs.